Donc j'ai intitulé cette séquence, nous avons intitulé cette séquence « Vue d'un autre temps et d'ailleurs ». Et donc nous allons faire un petit peu un voyage dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace d'abord, parce que nous allons faire un pas de côté par rapport aux professions sociales pour accueillir une avocate, Mireille Damiano. Et je la remercie d'être présente parce que, je ne sais pas si vous avez senti, j'avais quelques moments d'anxiété en tribune, j'envoyais des SMS discrètement, etc. Parce que je savais que Mireille était en audience ce matin à Aix-en-Provence et je ne savais pas à quel moment elle allait pouvoir arriver. Enfin, tout va bien. Nous sommes rassurés. Mireille incarne à bien des égards la dimension militante. Avocate spécialisée en droit de l'enfant, elle a en son temps proposé une formation spécifique à ceux de ses collègues qui voulaient assumer cette fonction d'avocat d'enfant. Elle a aussi créé il y a plus de 20 ans une association mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dont elle a longtemps assuré la présidence. Oui, merci. Enfin, elle est actuellement très impliquée dans la défense des mineurs non accompagnés qui arrivent en nombre à la frontière italienne. Et le fait qu'elle ait reçu des menaces de mort en raison de cette activité nous permet aussi de mesurer les risques de l'engagement. Mireille est donc une compagne de route des travailleurs sociaux depuis de nombreuses années, et à ce titre, elle a un regard averti sur le travail social. C'est pourquoi nous lui avons proposé, du lieu où elle parle, de nous faire état de ses réflexions sur cette question de l'engagement. Merci de votre accueil. Effectivement, je suis heureux que j'ai fini par arriver. Alors, j'ai été extrêmement intéressée par ce thème et je dois dire que de ce que j'ai entendu depuis mon arrivée, je regrette vraiment de ne pas avoir été avec vous depuis ce matin, parce que vous posez effectivement les bonnes questions. Et je me suis posé, moi, de mon côté, celle de savoir comment on allait pouvoir aborder ce sujet. Et du coup, je vous propose de réfléchir un peu autour de la notion, à partir de ma profession, bien sûr, de mon activité à moi, la notion de engagement de l'avocat, avocat engagé. Et je m'aperçois, au travers de ce que je viens d'entendre là, de ce que nous sommes effectivement sur la même longueur d'onde. Parce que je ne connaissais pas Brigitte, mais j'ai entendu avec plaisir son exposé, et immédiatement je vous livre un peu le sentiment que j'ai eu en entendant, et qui correspond finalement au mien dans la première partie de ce que je vais vous dire, c'est que finalement, ce qui a été développé, c'est ce que doit être l'exercice professionnel. Alors c'est peut-être un peu sévère de le dire comme ça, mais en attendant, quand on entend les bonnes pratiques, ce qu'il convient de faire, l'éthique, se poser les bonnes questions pour aller de l'avant dans l'engagement social, finalement, j'ai cru entendre quand même la description de ce que devait être la fonction sociale, entre guillemets, bien remplie. Et le problème est évidemment de savoir à quel moment on passe de cet engagement dans la fonction, et c'est très intéressant d'ailleurs ce qui vient d'être dit par les étudiants, quand est-ce qu'on passe de cela à peut-être autre chose et au-delà? Et à ce moment-là, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est toujours dans la fonction ou est-ce qu'on est un peu finalement au-delà de cette fonction? Parce que c'est ce petit passage-là qui nous interpelle. Lorsque on entrevoit la profession d'avocat, je suis sûr que si on allait à l'école des avocats à Marseille, qui est maintenant à Marseille, et qu'on faisait très exactement le même schéma de recherche, on serait peut-être pas si loin que ça des réponses que vous avez eues, en fait, et c'est assez intéressant. Ceci dit, lorsque nous nous engageons dans cette fonction d'avocat, nous prêtons un serment. Et ce serment, il est issu d'une loi de 71 qui a été remaniée par plusieurs fois, mais dans la dernière mouture, celle que l'on prête et pour laquelle on jure devant la cour d'appel, je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.
Donc ce sont effectivement 5 principes essentiels qui sont bien au-delà de celles qui régissent notre règlement intérieur national, qui sont des grandes règles de comportement et bien entendu de déontologie. Donc si on prend ces engagements-là, qui sont ceux pour lesquels on prête serment au moment où on entre dans la profession, on se rend compte que c'est une exigence absolue. Et que finalement, s'engager là, on est sur ce même terrain. C'est-à-dire que, je vais vous donner un petit exemple ensuite qui va contribuer à faire réfléchir, mais on a envie de dire que tous les avocats, lorsqu'ils rentrent dans la profession, ils s'engagent sur ces principes essentiels. Et les remplir, c'est donc être un avocat engagé au sens de « je respecte mes obligations, je respecte les convictions, je respecte mon indépendance, ma dignité, ma conscience, et je fais mon métier avec humanité ». Bon, alors nous avons eu évidemment de multiples difficultés pour maintenir le corps des avocats, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu des adjonctions, nous ne sommes pas tous extraits, on a l'habitude de dire on a des avocats de souche, on a des avocats qui le sont moins, puisqu'on a intégré tous les conseils juridiques, et que c'est vrai que les conseils juridiques n'avaient peut-être pas au départ des convictions liées à la défense des libertés principalement, mais je pense qu'on a quand même réussi à maintenir l'existence de ce corps par le fait que nous sommes ancrés sur une même déontologie. Et je rappelle que la déontologie, ce n'est pas la défense du professionnel, c'est la défense des justiciables. Et c'est au bénéfice des justiciables. Donc nous sommes quand même un corps dans lequel on peut identifier ces pratiques-là. Maintenant, quand est-ce qu'on va au-delà? Quand est-ce qu'on le dépasse? Alors, vous avez tous entendu parler d'un de nos confrères extrêmement réputés. Je parle d'un avocat pénaliste parce que ils sont tellement plus connus que ceux qui font du civil ou qui sont aux côtés des justiciables dans le quotidien. Mais il est intéressant, c'est notre ami Dupond-Moretti. Vous l'avez sans doute entendu, vous l'avez sans doute vu interviewé, et ça me semble être un exemple intéressant parce que dernièrement, il a eu une défense au demeurant fort difficile, en matière quand même complexe, qui était un membre de la famille d'un terroriste, et il a entendu une salve de critiques éhontées, dans laquelle on disait que c'était absolument scandaleux, que la manière dont il avait géré ce procès était horrible, qu'il avait offensé les parties civiles, les victimes, etc. etc. Et là, on est quand même dans quelque chose de complexe, parce que si l'on fait référence, encore une fois, aux principes essentiels que j'ai déterminés, je pense qu'il est de ceux qui respectent ces principes-là, que ça plaise ou pas. Je veux dire que chacun, à sa place, a un nombre d'exigences qui sont celles du procès équitable. Et que, effectivement, dans certaines zones extrêmement sensibles, comme celle dans laquelle il intervient, on peut quelquefois être choqué. On peut se dire, mais comment on peut défendre à ce moment-là? Et notre propos à nous, c'est de dire, et ça va me permettre d'aller sur la deuxième phase, c'est de dire, attention, quand on défend tous. Et on a souvent argué de cela en disant, nous sommes là pour, entre guillemets, les défendre tous. Rappelez-vous, Vergès et Papon, autant de dire que pour qu'on ait un état de droit et pour qu'on ait effectivement des contre-pouvoirs, parce que nous sommes un contre-pouvoir dans une société démocratique, il faut que les personnes les plus vulnérables ou les personnes, celles qui risquent le plus, soient effectivement très correctement défendues pour que la sentence qui existe soit une sentence qui soit admissible. Bon. Donc quand on est là, j'ai envie de dire qu'on est toujours dans notre métier, on est toujours dans l'engagement que l'on a choisi en adoptant cette profession. On peut être amené, en fonction de certaines expériences et en fonction de certaines constatations, à effectivement franchir, à mon sens, le pas, et l'école et les étudiants de l'école ont prononcé le mot effectivement de engagement et militantisme. Alors quand est-ce qu'on passe de ce que on fait correctement notre métier à celui de on est un petit peu au-delà et on est militant?
Je pense qu'en réalité, c'est un peu comme si on passait d'une défense individuelle, hein, n'oubliez pas que nous ne sommes pas impartiaux, hein, on est partiaux, on est là pour ça d'ailleurs. On défend une personne, physique ou morale, on est une partie quand elle est au procès, et on s'occupe de celle-ci, pas de l'adversaire, même si on a, encore une fois, des obligations de transparence et des obligations de loyauté dans le débat judiciaire. Mais en attendant, on est aux côtés de quelqu'un. On peut avoir des constatations qui sont des constatations extrêmement inquiétantes et qui sont celles de ce que des garanties fondamentales, des libertés sont enfreintes dans notre pays et pas très loin d'ici. Et c'est vrai que l'expérience de ce qui se passe à la frontière franco-italienne a fait à un moment donné que certains d'entre nous ont pris des engagements qui sont des engagements de défense au travers principalement de l'atteinte aux garanties des mineurs qui sont sur notre territoire, mineurs isolés et mineurs étrangers. Et je vais vous donner l'exemple d'une action qui a été faite récemment et qui a été montée de cette manière-là. J'ai coutume de dire qu'un avocat, pour qu'il soit précisément dans l'humanité et puis qu'il puisse intervenir sur un certain nombre de champs, ne peut pas être dans sa bulle et se dire que le droit règle tout. On ne peut que travailler, et c'est pour ça que Philippe disait que j'étais souvent aux côtés effectivement des intervenants sociaux, mais dans ce cadre-là, nous sommes aux côtés d'un certain nombre d'associations et que nous travaillons avec elles. Donc nous sommes passés dans une espèce d'expérience collective dans laquelle il s'agissait de vérifier si les droits de personnes que nous ne connaissons pas, hein, c'est-à-dire que nous savons qu'il y a des mineurs qui effectivement sont assez maltraités, mais en attendant, on ne les connaît pas, on n'a pas de connaissances particulières et on va faire un certain nombre d'observations. Nous les avons faites en février, mi-mars et fin mars. Nous les avons faites aussi, parce que c'est une possibilité qui nous est offerte, avec des élus, puisque les élus rentrent dans certains lieux plus facilement, accompagnés d'ailleurs de journalistes. Ceci dit, et à cette occasion, ont pu être révélés un certain nombre d'infractions qui sont le fait de ce que les mineurs qui rentrent, certes en essayant de franchir une frontière, ne peuvent pas entrer dans le circuit de la protection. Quand je dis entrer dans le circuit de la protection, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous, hein, puisque c'est une obligation. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas du tout parce qu'on applique une loi internationale, des engagements internationaux, hein, c'est des textes français, dans laquelle on dit que les mineurs qui arrivent doivent avoir une certaine protection et rentrer effectivement dans le circuit de la protection. Or, il s'avère qu'à la frontière, on a constaté un certain nombre de refoulements, ces refoulements sans que ne soit ni appelé le procureur, ni d'administrateur ad hoc, sans interprète, sans traducteur, etc. etc. Donc, ces constatations-là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que nous, avocats, nous pouvons en faire quelque chose? Ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris soin de rencontrer le plus grand nombre, sur 3 jours, hein, le plus grand nombre de ces mineurs qui se retrouvaient refoulés, d'entrer en contact avec eux d'une manière singulière, puisque nous ne faisons jamais rien sans mandat, hein, express et sans expliquer ce qui se fait. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est dans un sens inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas le client, le justiciable, comme vous voulez, qui vient voir un avocat et qui lui dit voilà mon problème et il faut que je le résolve. C'est nous qui, à partir d'un certain nombre d'alertes, qui sont des alertes pas forcément de notre part, mais de ceux qui sont nos partenaires, nous mettons à ce moment-là nos compétences en matière juridique au service de la défense de certaines libertés, de certaines garanties fondamentales. Et c'est exactement ce que nous avons fait, puisque au travers de ces entretiens, au travers des observations qui ont été déclinées par écrit par tous ceux qui les ont faites, nous avons donc traduit cela sur un terrain de la taille judiciaire, puisque nous avons introduit des référés liberté au profit de ces jeunes gens, dont certains ont pu effectivement en venir.
Et on voit bien que là, on est dans autre chose, puisque on pourrait dire peut-être à la pêche à. Non, on est tout simplement dans le cadre qui est le nôtre de la défense d'un certain nombre de transgressions qui sont inadmissibles sur nos territoires. Donc effectivement, là je pense pouvoir dire que on a franchi quand même un petit cap, puisque notre fonction, nos considérations, nos principes nous permettent à un moment donné de se dire que le droit doit être appliqué partout. Il doit être appliqué pour tous et pour les plus vulnérables que sont ces mineurs. Et mettre au service nos compétences pour qu'on puisse le révéler, on puisse effectivement faire en sorte que nous ayons le sentiment, en tout cas, je suis en train de vous dire exactement la même chose, que si nous intervenons pour le respect de la liberté des autres, bien évidemment qu'on en est nous-mêmes gratifiés, si même on n'est pas reconnu, ça c'est une autre affaire. Mais en attendant, nous avons là une action positive, complexe, difficile, extrêmement critiquée, mais en attendant, c'est de savoir où le droit se place dans notre société. Est-ce que c'est simplement une application technique, hein, moi je me souviens de la dernière phrase de mon mémoire d'entrée dans la profession, où je disais « je ne suis pas un marchand de droit ». Mais je crois que 33 ans après, je peux continuer à le dire, je ne suis pas un marchand de droit. Il y a un certain nombre de droits, ils ne sont pas respectés, j'agis selon ma conscience, avec ceux qui nous prêtent main pour pouvoir le mettre en évidence. Et par rapport à ce que l'on peut dire de l'équivalence qu'on peut faire avec les travailleurs sociaux, je fais un petit pan parce que vous savez qu'en ce moment se discute dans nos assemblées la loi Asile-Immigration, qui est un grand sujet de préoccupation pour nous, et qui fait suite à un certain nombre de circulaires ministérielles qui ont mis à mal le travail social. Et on se réjouit totalement de ce que certains travailleurs sociaux, alors peut-être pas tous, mais j'ose croire la bonne majorité, qui travaillent dans les asiles de nuit, par exemple, n'ont pas répondu aux appels de cette circulaire qui tendait à identifier les personnes arrivées sur l'asile de nuit et qui seraient éventuellement en situation irrégulière, puisque telle était la demande de notre ministre de l'Intérieur et de notre Premier ministre. Donc les travailleurs sociaux ont dit non, ça n'est pas, on ne peut pas considérer cette demande comme inhérente à notre travail social, et je pense à l'éthique que vous développez effectivement. C'est un exemple au terme duquel on peut se dire, dans cette action-là, le travailleur social qui dit non, je ne donne pas la liste, il est dans sa fonction, il est au-delà, elle est où la limite? Moi j'ai presque envie de dire qu'il est dans sa fonction, bien sûr, parce que sinon les principes, les valeurs fondamentales du travail social seraient parfaitement amochées, grignotées, et on se rend compte que de plus en plus, il me semble que vous allez avoir à résister, j'ai entendu ce mot-là tout à l'heure, et je crois qu'effectivement, ce sur quoi on est d'accord, c'est que le véritable engagement, c'est oser, résister et avoir de l'audace. La parole est à vous. Osez. Bonjour. Question par rapport aux migrants, justement, un peu très concret. Comment est-ce qu'on peut être militant, éducateur ou pas éducateur, aller au-delà de son travail, se mettre un petit peu hors la loi pour défendre nos convictions, tout en inculquant les valeurs de respect des droits des plus jeunes? C'est un cas qui arrive à... J'ai presque envie de vous la retourner, c'est de vous mettez l'expression. Où est-ce que vous mettez la limite? Si on fait référence par exemple à tous les travailleurs sociaux du foyer de l'enfance et qui sont dans les centres qui accueillent actuellement les mineurs étrangers et qui voient malheureusement certains confinés dans des hôtels
où il n'y a pas d'accompagnement médical, pas d'accompagnement social, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a rien du tout, c'est quoi la limite à ce moment-là? Est-ce que ça n'est pas justement et être dans son activité que de ne pas accepter cette situation et de monter un petit peu au credo pour dire ça ne peut pas durer? Ce que disait M. Barcaroli d'ailleurs tout à l'heure dans d'autres thèmes et dans d'autres champs, mais c'est exactement la même chose, en disant nous ne sommes pas là, on n'est pas dans ce champ-là, pour pouvoir passer à 9h, voir comment vont nos MNA ou nos MIE, comme vous voulez, et puis se dire que tout va bien parce qu'on les retrouve le soir avec un sandwich. Hein. Bon, donc déjà, il me semble que par rapport à ces mineurs-là, exiger le respect des engagements que l'on a vis-à-vis d'eux, c'est déjà pas si mal. Deuxième exemple, pour ceux qui pourraient éventuellement participer aux évaluations de minorité et d'isolement, j'ose espérer que certains résistent dans cette horreur qui est de dire bah tiens, vous avez un comportement qui ne colle pas tellement bien avec le fait que vous êtes mineur, évidemment, ça fait 15 mois qu'ils galèrent depuis la Libye, ça forme, hein, ça mature un peu quand même. Et de ce fait, avoir des conclusions qui sont, finalement, on pense qu'il n'est pas mineur et qu'il nous raconte n'importe quoi. Donc là aussi, on a besoin des engagements de tous ceux qui travaillent dans ces secteurs-là pour dire non, c'est pas possible. C'est pas possible que du jour au lendemain, parce qu'on aura en une demi-heure de temps évalué l'isolement et la minorité de quelqu'un, il soit rejeté à la rue dans les 5 minutes. Bon, voilà, moi je pense qu'un éducateur qui se trouverait dans ces situations-là, déjà faire remonter ces difficultés, déjà faire dire qu'il y a un certain nombre de règles légales, il y a un certain nombre de circulaires, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en œuvre et se battre pour qu'elles le soient, c'est déjà super. Oui. Justement, ça ramène à l'engagement social qui, je pense, a une dimension quand même citoyenne, au même titre que nos usagers. Et on a un devoir, entre guillemets, de militance pour le respect des droits de l'homme, le respect de la différence des uns et des autres. Et je pense que ça, je ne sais pas comment ça se passe dans l'IESS ou ailleurs dans les autres IESS, mais moi quand j'ai fait les études, c'est en 77, hein, donc ça date, mais on nous enseignait qu'on avait notre place aussi, notre mot à dire, dans ce qui était du vivre ensemble, de l'organisation de la société, qu'on avait notre part. C'est vrai, je voudrais dire que témoigner qu'on est plusieurs ici, où on a quand même une expérience de 30 à 40, presque 40 ans maintenant en comptant les études, et qu'on s'est rendu compte que le fait d'être engagé, par exemple, syndicalement, ça permettait dans des structures qui sont assez tentaculaires. Quand on pense à la métropole de Nice, c'est 13 000 agents, c'est pas rien. De faire entendre aussi son point de vue, sa conception du vivre ensemble, et que c'est quelquefois un moyen de former un contre-pouvoir, en tout cas, c'est ma collègue qui me souffle ce mot-là, moi j'aurais plutôt dit une autre vision, une autre place à occuper. Dans les pays allemands, Italie et autres, les travailleurs sociaux, ils ont une place assez reconnue dans tout ce qui est travail en commun pour élaborer des lois, pour traiter des sujets de société, de quartier. Ce n'est pas tellement le cas en France, malheureusement. Je pense que les travailleurs sociaux ont aussi cette place-là à prendre, à oser, à travailler ensemble, à se mobiliser, à trouver des cellules de réflexion et de proposition, parce qu'on est là pour construire, on n'est pas là pour détruire. Et c'est important qu'on identifie aussi son rôle et sa place dans ce sens-là. Voilà. Et je trouve que c'est pas forcément assez mis en avant, à la fois dans les études et à la fois après dans les structures. Moi, je travaille actuellement pour amorcer le plus possible cette participation à tout niveau, que ce soit les usagers, les agents, dans un souci vraiment d'être intelligents ensemble et de trouver des solutions et de ne pas toujours choisir des raccourcis qui vont amoindrir, qui vont peiner, qui vont frustrer. Bon, il faut qu'on soit plus intelligent que ça et on peut le faire. Je vous remercie de cette intervention parce que en fait, vous avez abordé un des points qui est fondamental,
qui est l'élaboration de la loi dans notre pays. Et en conséquence de quoi, je pense qu'effectivement, si toutes les constatations qui sont faites par vous, par nous, étaient un peu travaillées, un peu remontées, et que nous puissions alerter, puisqu'on est dans un système de démocratie déléguée, et faire remonter effectivement les expériences de terrain sur le fait que ça n'est pas possible d'envisager telle ou telle réforme de tel aspect de la loi de manière à ce que ça puisse passer le cap et aller sur les bancs d'assemblée, on aura effectivement participé à quelque chose. Puisque je vous donne une anecdote qui me je grogne en ce moment beaucoup quand même. Il se trouve que dans le cadre de la discussion de la loi Asile-Immigration, il y a un amendement qui est extrêmement problématique pour nous et qui consiste dans l'adjonction de 5 mots dans un texte du CESEDA, du Code d'entrée et sortie des demandeurs d'asile. Il se trouve que lorsque nous avons évoqué les problèmes des mineurs à la frontière, et ce qui a été reconnu par le tribunal administratif, il y a un certain nombre d'obligations pour la garantie de leurs droits et l'accès éventuellement à l'asile également pour eux. C'est ce que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est un jour franc pour pouvoir connaître ses droits, c'est avertir l'ASE, c'est avertir le procureur, etc. Et l'adjonction de simplement 5 mots. Disposition non opposable aux frontières terrestres, puisqu'on est dans l'espace Schengen. Ça voudrait dire que tout ce que nous avons réussi à mettre en évidence, tout ce qui a fait que nous avons eu 19 ordonnances qui relèvent que pour ces jeunes, ça n'avait pas été respecté, tomberait par l'adjonction de ces 5 mots. Ça voudrait dire qu'on relègue les garanties des libertés quand même fondamentales d'un être vulnérable qui est un mineur à l'entrée en Italie par exemple, puisque c'est la frontière externe de Schengen, mais pas la frontière franco-italienne. Et là, c'est quand même hallucinant de voir que dans le cadre de l'élaboration d'une loi nationale, on répond à une décision de justice qui ne plaît pas, en faisant en sorte de faire tomber des garanties fondamentales. Ça, je veux dire que tout ce qui peut remonter de ce que nous constatons, associations et nous-mêmes, pour essayer d'alerter sur ces petits nombres de phrases, c'est l'exemple type de la manière dont on peut influer effectivement sur l'élaboration de la loi et le vote de la loi. Les exemples sont multiples. Je pense aussi à l'évaluation de l'âge basée sur l'examen osseux. On avait bon espoir, par exemple, que cette disposition saute avec la loi récente sur la protection de l'enfance. Malheureusement, ça n'a pas été, le rapport de force n'a pas été suffisant pour faire ôter cette possibilité-là dans le cadre de la loi française. Bien, écoutez, oui, Mathias. Oui, je voulais vous remercier d'abord pour la finesse avec laquelle vous avez souligné la difficulté de poser des frontières trop tranchées entre ce que vous avez appelé l'engagement professionnel et être engagé. Et je trouve qu'en tant qu'historien, ça renvoie très très fortement en miroir les lectures qu'on peut faire sur des périodes passées, qui reposent exactement ce que vous disiez. Je pense évidemment à la période de la Seconde Guerre mondiale, où là, ça renverra à l'intervention suivante, la période de la guerre d'Algérie. Et que malheureusement, des lectures qui seraient trop tranchées entre simplement un collaborationnisme ou une résistance nous gomment justement toute la subtilité de ces frontières beaucoup plus subtiles d'attitude qu'il peut y avoir dans des circonstances comme ça extrêmes, de conjoncture internationale extrême, et qui montrent bien que c'est très difficile vu de l'extérieur de poser, voilà, jusqu'à cette limite-là, les gens auraient été collabos, à partir de cette limite-là, ils deviennent tout d'un coup résistants, c'est beaucoup plus complexe. Et je trouve que votre façon, absolument pas d'honneur de leçon, de montrer toujours cette frontière tangible, extrêmement délicate à dessiner, et personnellement, par chaque acteur, est tout à fait éclairante, même pour regarder le passé. Merci Mireille.
et nous allons rester dans la même veine, mais en remontant un petit peu dans l'histoire, il sera toujours question des méthodes du travail social et la dernière phrase qu'a prononcée Mireille, oser, résister et de l'audace.